La guerre n'est pas terminée. Les armes ne se sont pas tues. Mais déjà, avant même que les décombres n'aient été déblayés, avant que les diplomates ne se soient accordés sur la manière de qualifier ce qui vient de se produire, le monde se réorganise autour d'un nouvel état de fait. Les guerres ne font pas que détruire. Elles révèlent. Et ce que celle-ci a révélé quant à la répartition du pouvoir au XXIe siècle est une réalité que ni Washington ni Pékin ne formulent à voix haute, car le faire exigerait d'admettre des vérités qu'aucune des deux capitales n'est prête à reconnaître. La guerre d'Iran n'a duré 47 jours dans sa phase la plus intense. Elle ne s'est pas conclue par un traité, mais par une pause dictée par l'épuisement. Un cessez-le-feu précaire que les deux camps ont déjà violé au cours des semaines qui ont suivi son annonce. Les tirs de missiles ont pour l'essentiel cessé. Le blocus naval, lui, se poursuit. Les diplomates se réunissent dans les halls d'hôtels à Islamabad et à Istanbul, tenant des propos qui contredisent ceux tenus quelques heures plus tôt par d'autres diplomates. Personne n'a gagné. Personne n'a perdu. Et cette ambiguïté constitue précisément l'essentiel, car cette guerre n'a jamais vraiment eu l'Iran pour objet. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut porter son regard au-delà du champ de bataille immédiat et poser une question différente. Non pas qui a tiré quoi sur qui, mais plutôt qui avait besoin de cette guerre, qui en a tiré profit, qui l'a observé de loin avec la plus grande attention, et quelles conclusions en tire-t-il aujourd'hui? Car au cours de ces 47 derniers jours, chaque grande puissance mondiale s'est livrée à des calculs qui n'avaient strictement aucun rapport avec les sites nucléaires iraniens ou les voies de navigation du détroit d'Ormuz. Elle calculait quelque chose de bien plus important. Elle cherchait à déterminer si la puissance américaine conservait encore la même signification qu'autrefois. Cette question mûrissait depuis des décennies. Elle n'est pas née avec cette guerre. Elle a pris sa source en Irak, en Afghanistan, lors de la crise financière de 2008 et à travers l'érosion lente de l'architecture institutionnelle que les États-Unis avaient bâtie après 1945, avant de cesser progressivement d'y croire eux-mêmes. Chacun de ces moments a entamé un peu plus cet édifice. Mais cette guerre a accéléré le processus d'une manière qu'une décennie de déclin progressif n'aurait pu égaler. Car cette fois, les limites de la puissance américaine n'étaient pas simplement visibles, elles étaient mesurables. Elles se comptaient en missiles interceptés, en pétroliers déroutés, et en nombre de jours écoulés avant que les pourparlers de paix à Islamabad ne s'effondrent, avant même que quiconque n'ait pu s'accorder sur un ordre du jour. Commençons par ce que les États-Unis ont accompli. Les frappes ont gravement endommagé des pans entiers de l'infrastructure nucléaire iranienne. Des installations clés ont subi des dégâts, parfois considérables. Le réseau de défense aérienne iranien, redoutable sur le papier, a affiché des performances bien en deçà des attentes face à la puissance de feu, combinée des munitions de précision américaines et israéliennes. Le blocus naval a asphyxié le trafic portuaire iranien, engendrant en très peu de temps un coût économique tangible. Au regard des critères strictement militaires d'une campagne armée, les États-Unis ont démontré des capacités qu'aucune autre nation au monde ne saurait égaler. La faculté de projeter une telle force à une telle distance et avec une telle précision demeure unique en son genre. Nul observateur sérieux ne conteste ce fait. Mais voici ce à quoi presque personne ne prêtait attention au cours des premières semaines de la campagne. Les stocks de missiles s'épuisaient à un rythme bien plus soutenu que quiconque ne l'avait publiquement admis. La logistique nécessaire au maintien d'opérations de frappe à haute intensité sur ce théâtre d'opération
a mis à rude épreuve des chaînes d'approvisionnement déjà fragilisées par une décennie de contraintes budgétaires et par les impératifs liés au soutien de l'Ukraine. Les groupes aéronavals se trouvaient là où ils devaient être. Toutefois, la profondeur de leurs soutes, c'est-à-dire le volume réel de munitions de précision disponibles pour soutenir une campagne de longue durée, a révélé un décalage entre la puissance militaire américaine telle qu'elle est perçue et telle qu'elle existe réellement, confrontée aux réalités des capacités industrielles et des délais d'acquisition de la défense. Ce décalage n'avait rien de catastrophique. Il n'avait même rien de véritablement surprenant pour les spécialistes du domaine. Mais il était visible. Or, en géopolitique, la visibilité change absolument tout. La Chine l'a vu. La Russie l'a vu. Tous les gouvernements du Moyen-Orient l'ont vu. Tous les ministères de la Défense en Asie l'ont vu. Et ce qu'ils ont vu, ce n'était pas l'effondrement de la primauté militaire américaine. C'était quelque chose de plus précis et, par conséquent, de plus lourd de conséquences. Ils ont vu le plafond. Et une fois que l'on a vu le plafond, on commence à planifier en conséquence. Pendant les 47 jours de cette guerre, Pékin s'est livré à une activité qui n'a suscité presque aucune attention dans les médias occidentaux. Car ces derniers étaient focalisés sur le drame quotidien des frappes et contre-frappes et sur l'échec des pourparlers de paix. La Chine se positionnait silencieusement, méthodiquement, avec la patience d'un État qui raisonne en décennies plutôt qu'en cycles d'actualité. Elle a appelé à la retenue. Elle a exprimé son inquiétude quant aux conditions humanitaires. Elle a proposé sa médiation. Elle a tenu tous les discours diplomatiques de circonstance, tout en faisant, simultanément, quelque chose de totalement différent. Elle approfondissait ses relations à travers le Moyen-Orient, proposait des financements pour la reconstruction et élargissait son empreinte diplomatique dans des pays qui observaient la performance américaine et en tiraient leurs propres conclusions. Et en arrière-plan, à peine remarquée, elle déplaçait les pièces de sa chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques vers des positions qui s'avéreraient d'une importance capitale, quel que soit le monde qui émergerait par la suite. La dimension gallium de cette histoire mérite bien plus d'attention qu'elle n'en a reçu jusqu'à présent. Le gallium est le métal qui permet le fonctionnement des semi-conducteurs modernes. Sans lui, les systèmes de guidage de précision équipant les munitions tirées au cours de cette guerre ne pourraient être fabriqués. La Chine contrôle 99% de la production mondiale de gallium. Elle en a interdit les exportations vers les États-Unis fin 2024. Et alors que la guerre révélait le rythme auquel les munitions de précision sont consommées lors d'un conflit moderne de haute intensité, chaque planificateur de la défense à Washington a discrètement mis à jour son évaluation des menaces pour y inclure une vulnérabilité qui s'avère bien plus profonde que celle des missiles iraniens ou des navires de guerre chinois. C'est la vulnérabilité d'une superpuissance militaire dont les armes les plus sophistiquées dépendent d'une chaîne d'approvisionnement traversant directement le territoire de son principal concurrent stratégique. Ce n'est pas un problème tactique, c'est un problème structurel, et il ne se résout ni en 47 jours, ni en 47 mois. La Russie, quant à elle, faisait ce en quoi elle est en devenue experte à l'ère de la distraction occidentale. Elle avançait, pas de manière spectaculaire, pas par ces vastes manœuvres opérationnelles que décrivent les stratèges militaires, mais avec constance et méthode, la Russie progressait inexorablement en Ukraine, tandis que la bande passante stratégique de l'administration Trump était entièrement absorbée par le drame du Moyen-Orient. Les pourparlers de paix en Ukraine, déjà gelés, se refroidirent encore davantage. Le prêt de l'UE à Kiev fut bloqué.
Les réserves du gouvernement ukrainien devaient, selon les prévisions, s'épuiser d'ici le mois de mai. Et les revenus pétroliers de la Russie, initialement mis à mal par les frappes de drones ukrainiens sur les terminaux d'exportation, furent partiellement compensés par la flambée mondiale des cours du pétrole, engendrée par la guerre en Iran elle-même. Moscou n'eut nul besoin de faire preuve d'ingéniosité. Il lui suffisait simplement que le monde détourne le regard. Et le monde s'exécuta. C'est alors que tout bascula, car le cessez-le-feu, lorsqu'il survint, n'apporta pas la résolution qu'une campagne militaire est censée produire. Le programme nucléaire iranien avait été endommagé, mais non détruit. Le savoir-faire subsistait. Les ingénieurs étaient toujours là. La volonté politique de tout reconstruire demeurait intacte. Et s'était même trouvée renforcée plutôt qu'affaiblie par les événements survenus. Un pays qui s'est senti la cible d'une attaque existentielle ne sort pas d'une telle épreuve en concluant qu'il devrait se montrer plus docile face aux exigences extérieures. Il en émerge au contraire avec la conviction que la capacité pour laquelle il a été attaqué était légitime et qu'il lui faut désormais la reconstituer aussi rapidement et discrètement que possible. La leçon à tirer de cette guerre, du point de vue de Téhéran, n'est pas que les ambitions nucléaires seraient par nature trop dangereuses. Elle est, bien plutôt, qu'elles n'avaient pas été poussées assez loin, ni menées assez rapidement. Ce qui se produisit ensuite fut non seulement inattendu, mais modifia radicalement l'ensemble des données du problème. Le cessez-le-feu laissa place à un vide. Et ce vide ne fut comblé ni par les États-Unis, ni par aucune autre puissance occidentale, mais par une constellation de puissances moyennes et d'acteurs régionaux qui, tout au long du conflit, avaient discrètement œuvré à asseoir leur influence. Le Pakistan, dont la médiation avait constitué le principal canal de communication, aussi ténu fut-il, entre Washington et Téhéran, émergea de cette crise doté d'un profil diplomatique sans commune mesure avec celui de l'État chancelant et déchiré par ses divisions internes, sur lequel les analystes occidentaux rédigeaient des rapports d'alerte depuis des années. La Turquie consolida sa position de canal de communication officieux et indispensable. Les États du Golfe, et tout particulièrement les Émirats arabes unis et le Qatar, accélérèrent d'accroître leur stratégie de couverture, entretenant simultanément des relations avec Washington et Pékin, avec une assurance qui, 5 ans plus tôt, aurait pu sembler prématurée. Le Moyen-Orient post-américain, jusqu'alors simple concept théorique, relégué aux colonnes des revues de politique étrangère, commençait désormais à prendre corps, à se doter d'une géographie bien réelle. La transformation la plus profonde est d'ordre structurel. Elle s'opère au sein même de l'architecture du commerce et de la finance mondiaux. La guerre en Iran a infligé un choc violent au détroit d'Ormuz. Cette voie maritime étroite par laquelle transite environ 20% du pétrole mondial. Le blocus, les menaces de minage, la flambée des primes d'assurance, le détournement des pétroliers, tous ces facteurs conjugués ont accéléré un calcul que chaque nation importatrice d'énergie effectuait déjà en arrière-plan depuis des années. Ce calcul est simple. La dépendance à l'égard d'un unique point de passage stratégique, un goulot d'étranglement, susceptible d'être fermé en cas de conflit, ne constitue pas une stratégie énergétique viable à long terme. La réponse à ce calcul ne consiste pas simplement à trouver des itinéraires de substitution, mais bien à trouver des systèmes alternatifs. Or, ces systèmes alternatifs, réseaux de pipelines, voies terrestres, nouveaux partenariats énergétiques, s'orientent, dans leur immense majorité, dans des directions qui profitent à la Chine et à la Russie plutôt qu'aux États-Unis. Le corridor nord-sud Russie-Iran, longtemps évoqué et lentement mis en œuvre,
apparaît soudain moins comme un simple projet de contournement des sanctions que comme la colonne vertébrale d'une architecture économique parallèle, capable de fonctionner sans nécessiter l'aval des États-Unis. Considérez ce que cela implique concrètement. Le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale n'est garanti ni par les valeurs ni par les institutions américaines. Il repose sur le fait que l'essentiel des échanges commerciaux vitaux à l'échelle planétaire et par-dessus tout, le commerce du pétrole est libellé en dollars. Lorsque les systèmes par lesquels transitent ces échanges commencent à se fissurer, lorsque surgissent des corridors alternatifs libellés dans d'autres devises et garantis par d'autres institutions, les fondements de la domination du dollar commencent à vaciller. Pas de manière précipitée, pas de manière catastrophique, mais de manière perceptible. Or, dans les systèmes financiers, les perceptions ont cette particularité de finir par se concrétiser d'elles-mêmes. À partir de ce point, plusieurs trajectoires sont envisageables, et aucune d'elles n'est simple. La première verrait les États-Unis tirer les leçons de cette guerre et réagir avec une discipline stratégique. Reconstitution des stocks de missiles, investissement dans la production nationale de gallium et de minéraux critiques, maintien des engagements au sein des alliances européennes, tout en gérant leur présence au Moyen-Orient de manière plus légère et plus durable. Cette trajectoire est réalisable. Elle exige une volonté politique que le contexte actuel rend difficile à maintenir, mais la capacité institutionnelle nécessaire existe bel et bien. Par le passé, l'Amérique a déjà surpris le monde en puisant dans des réserves de discipline stratégique que ses dysfonctionnements politiques semblaient, a priori, rendre impossibles. Dans le second scénario, l'épuisement engendré par cette guerre accentue le repli sur soi déjà amorcé. Le système politique, accablé par le coût interne du conflit, se tourne encore davantage vers l'intérieur. Les alliés en Asie, déjà incertains quant à l'engagement américain, voient leurs doutes se renforcer. Pékin interprète cette incertitude avec justesse et accélère son calendrier d'action en mer de Chine méridionale ainsi qu'en direction de Taïwan. Le troisième scénario est le plus dangereux et celui dont on débat le moins. C'est celui dans lequel ni Washington ni Pékin n'ont l'intention de provoquer une escalade, mais où tous deux évoluent dans un monde où les règles qui régissaient auparavant leur rivalité ont été discrètement abandonnées. Un monde où la prochaine crise, quel que soit le lieu où elle éclate ou le prétexte immédiat qui la déclenche, trouve les deux puissances dépourvues des garde-fous qui, à l'ère précédente, permettaient d'éviter les erreurs de calcul. La guerre en Iran n'a pas marqué le début de la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Elle n'a pas fondamentalement modifié l'équilibre des forces, sous-jacent entre deux États dont le poids économique et militaire cumulé éclipse celui de tous les autres acteurs du système. Mais elle a produit un effet plus subtil et peut-être plus durable. Elle a soumis la puissance américaine à un test grandeur nature, dans des conditions réelles et en temps réel, sous le regard de tous les gouvernements de la planète. Et les résultats de ce test, non pas les résultats de façade, ni les bilans des dommages publiés par le commandement central, mais les enseignements plus profonds concernant la logistique, la capacité à tenir la distance, la gestion des alliances et la volonté des partenaires de suivre le leadership américain dans des confrontations coûteuses. Ces résultats sont, à l'heure actuelle, minutieusement analysés dans les capitales du monde entier, de Pékin à Brasilia, de Riyad à Jakarta. Le monde qui émerge de cette guerre n'est pas un monde post-américain. La puissance américaine demeure la concentration de capacités militaires et économiques la plus redoutable de la planète. Mais c'est un monde dans lequel la primauté américaine est de plus en plus perçue comme conditionnelle plutôt qu'absolue. Conditionnée par des décisions qui n'ont pas encore été prises, soutenue par des institutions mises
à rude épreuve, dépendante d'alliances dont la solidité est incertaine et contrainte par un environnement politique intérieur qui rend véritablement difficile le maintien d'une cohérence stratégique à long terme. C'est un monde d'une nature différente de celui qui existait le 12 septembre 2001. C'est un monde différent de celui qui existait en 2011 ou même en 2019. L'histoire n'annonce pas ces tournants. Elle ne marque pas de pause pour permettre aux acteurs de comprendre ce qui vient de changer. Les hommes et les femmes qui prennent les décisions aujourd'hui à Washington, Pékin, Téhéran, Kiev et Islamabad évoluent dans le brouillard d'une transition qu'ils peuvent pressentir, mais qu'ils ne distinguent pas encore pleinement. Les structures de l'ancien ordre sont toujours debout. Les institutions continuent de se réunir. Les alliances tiennent toujours, pour l'essentiel. Mais quelque chose a basculé dans la logique sous-jacente du fonctionnement du pouvoir, qui le détient et ce qu'il est capable d'accomplir. Le cessez-le-feu tiendra ou il ne tiendra pas. Les négociations à Islamabad aboutiront à un résultat ou elles n'y aboutiront pas. L'Iran se reconstruira ou il en sera empêché, ou bien il trouvera le moyen de faire les deux simultanément. Rien de tout cela ne constitue l'essentiel de l'histoire. La véritable histoire, c'est celle d'un monde qui observe, qui apprend et qui recalcule. Et c'est au cœur de ce recalcul que se dessine la forme de ce qui adviendra ensuite. Non pas une rupture soudaine, ni une coupure nette avec le passé, mais un réagencement lent et irréversible des rapports de déférence. Qui s'incline devant qui, pourquoi et pour combien de temps? L'ordre mondial de l'après-guerre en Iran ne s'écrit pas dans des traités de paix. Il s'écrit dans le réacheminement des chaînes d'approvisionnement, dans la diversification discrète des réserves de devises, dans la révision à la hausse des budgets de la défense de Tokyo à Varsovie, et dans l'approfondissement des relations diplomatiques entre des capitales qui, il y a 10 ans à peine, auraient semblé être des partenaires improbables. Il s'écrit dans les stocks de gallium, les inventaires de missiles et les cartes d'assurance maritime qui, désormais, colorent le golfe Persique d'une teinte différente de celle qu'elles affichaient il y a 6 mois. L'histoire avance lentement, jusqu'au moment où elle cesse de le faire. Et il est des moments rares, et dont le caractère singulier apparaît sans équivoque avec le recul, sinon toujours en temps réel, où l'accumulation de petits changements atteint un seuil, et où la carte du monde prend un aspect différent de celui qu'elle avait auparavant. Il faudra attendre des années pour savoir si nous vivons l'un de ces moments. Mais les gouvernements qui agissent comme si tel était le cas se trouveront mieux placés que ceux qui attendent d'en avoir la confirmation.